Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce 10e épisode de la quotidienne de la CAN by 11 Mondial. C'est une tradition, avant de commencer la quotidienne, on donne le nom du joueur qui se cachait derrière les 5 indices du dernier Qui suis-je, et le joueur qu'il fallait deviner était Kolo Touré. Bravo au gagnant qui s'affiche à l'écran. On se rapproche tout doucement des phases éliminatoires de cette Coupe d'Afrique des Nations, mais en attendant, place aux résultats des groupes B et C. Le Sénégal n'aura marqué qu'un seul but lors de ces phases de poule de Coupe d'Afrique des Nations. Il s'agit de la réalisation de Sadio Mané sur penalty au bout du temps additionnel face au Zimbabwe. Contre une valeureuse équipe du Malawi, les Lions indomptables n'ont pas réussi à faire mieux qu'un match nul et vierge. Le Sénégal termine premier de son groupe avec 5 points, sans briller, mais sans perdre ni encaisser de but. Peut-être une CAN historique pour le Malawi, qui pourrait se qualifier pour la première fois de son histoire au second tour en étant meilleur troisième. Contre le Zimbabwe qui restait sur 2 défaites consécutives, la Guinée avait largement les capacités de prendre la tête de ce groupe B. Il n'en sera rien puisque les guerriers vont s'imposer à la surprise générale 2-1. Mené par 2 buts d'avance à la mi-temps, la Guinée revient grâce à Naby Keita. Heureusement pour les coéquipiers du Reds de Liverpool, la victoire contre le Malawi permet aussi l'hymne national de Guinée de rester deuxième de son groupe et donc de se qualifier au prochain tour, malgré un nombre de points équivalent à celui des Flammes, 4. La bonne nouvelle du jour pour les Guinéens est la qualification de leur pays pour le second tour de cette compétition, et la mauvaise, la suspension de Naby Keita qui manquera cruellement à son équipe lors du prochain match. Le Zimbabwe quitte lui la compétition avec un total de 3 points, un total qui lui aurait peut-être permis de se qualifier dans un autre groupe. Ce soir, les matchs qu'il ne fallait absolument pas manquer étaient ceux du groupe C. Tout d'abord, nous avons eu droit à un très beau match de football entre le Gabon et le Maroc. Le Gabon a tout d'abord profité d'une erreur de la défense marocaine pour ouvrir le score. Le Gabon avait ouvert le score dans cette partie grâce à Ali Vina qui a profité d'une glissade de Chakla, le défenseur marocain. Il a fallu attendre un penalty de Sofiane Bouffal pour voir le Maroc revenir dans cette partie à la 74e minute. Quelques minutes plus tard, Aguerd trompe son propre gardien et met le Gabon devant. Grâce à un but absolument sublime de Achraf Hakimi sur coup franc, le Maroc obtient le match nul de partout et reste premier de son groupe. Juste derrière, le Gabon est qualifié en étant deuxième, sans Aubameyang et Mario Lemina. On ne s'y attendait pas forcément, mais le match entre le Ghana et les Comores nous a offert le spectacle le plus fou depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. En première période, les Comores ont ouvert le score très rapidement, mais très rapidement également, André Ayew a été exclu après l'intervention du VAR. À cause de l'exclusion de son numéro 10 et capitaine, les Black Stars vont jouer à 10 contre 11 pendant plus de 60 minutes. En deuxième période, Moni permet aux Comores de mener 2-0, mais juste après, Boaké permet de réduire l'écart pour le Ghana. Le Strasbourgeois Djikou va se charger du but égalisateur pour le Ghana, et alors qu'on pensait que les Black Stars avaient fait le plus dur, le Comore va réussir à marquer un 3e but sur un doublé de Moni. Une victoire absolument historique pour les hommes d'Amir Abdou, puisqu'il s'agit de la toute première de l'histoire des Comores en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Ce succès face au Ghana permet aux Comores de continuer d'espérer une qualification pour le second tour en cas de qualification sur une place de meilleur 3e. Après des résultats très chargés et une soirée pleine de rebondissements, place aux news. L'Algérie jouera sa tête jeudi contre la Côte d'Ivoire et le sélectionneur des Fennecs ne compte rien laisser au hasard. Le technicien a organisé une séance d'entraînement de 3 heures à huis clos, une durée inhabituelle puisque d'habitude, les entraînements de la sélection algérienne durent environ 2 heures. Après 2 matchs ratés des Verts, Belmadi a décidé de bouger ses joueurs très sérieusement. Dernièrement, une polémique a fait du bruit sur les réseaux sociaux, laissant entendre que la VAR était indisponible ou en panne lors du match Algérie-Guinée équatoriale. Cette information vient tout droit d'un journaliste d'une chaîne algérienne, une information aussitôt démentie par Walid Ziani, journaliste lui pour DZ Foot. La VAR était donc fonctionnelle lors du match Algérie-Guinée équatoriale et elle a simplement jugé que le but de Youssef Bellali n'était pas valable. Restons sur les informations à démentir et prenons la direction de Japoma, puisqu'une rumeur insinuait que le match Algérie-Côte d'Ivoire se jouerait sur une autre pelouse. Ça ne sera pas le cas. La CAF refuse de changer de stade et donc pour leur dernier match, les Fennecs et les Éléphants devront subir la pire pelouse de la Coupe d'Afrique des Nations. Y a-t-il encore une chance de voir Mario Lemina sous les couleurs de l'équipe nationale du Gabon? On peut se poser la question après que ce dernier ait supprimé la story
où il annonçait prendre sa carrière internationale peu de temps après sa publication. L'avenir nous dira si nous reverrons un jour le milieu de terrain de l'OGC Nice en sélection, une fois cet épisode malheureux de la CAN 2021 passé. D'un autre côté, on peut supposer que le joueur a simplement décidé d'annoncer son départ d'une autre manière que via une publication sur les réseaux sociaux. Hécatombe absolue pour la Tunisie, lourdement touchée par le Covid-19 une nouvelle fois. Les Aigles de Carthage compteraient pas moins de 12 joueurs positifs au virus, une très mauvaise nouvelle à quelques heures seulement de jouer un match important contre la Gambie. On se demande comment Mounder Kebaïr va composer son équipe. Aujourd'hui, on va parler d'une CAN absolument unique en son genre dans l'histoire de CAN. Nous sommes en 1976 et se joue là la 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour l'occasion, la CAF décide de revoir totalement le tournoi et de supprimer purement et simplement les demi-finales et la finale pour y intégrer un système de poules. Pour terminer champion de cette édition, il fallait d'abord passer par une phase classique avec 4 nations dans un même groupe. Dans le groupe de l'Éthiopie, une nouvelle fois organisateur, ce sont l'Égypte et la Guinée qui tirent leur épingle du jeu. Dans l'autre groupe où figure le champion en titre, le Zaïre, énorme surprise puisque les Zaïrois sont éliminés en étant bons derniers. Incapable de gagner le moindre match, le champion sortant laisse s'envoler le Maroc et le Nigeria pour le prochain tour. Vainqueurs de leurs 2 premiers matchs face à l'Égypte et le Nigeria 2-1, les Lions de l'Atlas n'ont besoin que d'un nul pour s'adjuger le titre de champion d'Afrique. Ce nul, ils tenteront de l'obtenir face à la Guinée, dernier obstacle au titre final. Le Maroc parviendra à remplir sa mission, mener 1-0 tout au long du match, une égalisation de Baba à la 86e minute place les Lions de l'Atlas sur le toit du continent. Avec 5 points, le Maroc termine premier de ce mini-tournoi unique dans l'histoire de la compétition et repart de l'Éthiopie avec sa toute première étoile. Voilà qui conclut cette année 1976 et cette 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Rendez-vous demain pour une nouvelle histoire. L'excellence africaine, c'est dans le top du top. Aujourd'hui, on va parler argent et classer les joueurs africains les plus chers de l'histoire. Bakambu, Sadio Mané, Mohamed Salah, Sébastien Haller ou encore Thomas Partey ne figureront pas dans ce classement. Ils ont tous été achetés pour 50 millions d'euros ou moins et restent à la porte de ce top 5. Comme d'habitude, on triche un peu, on a réussi à encore placer 2 joueurs dans une même place. Il s'agit de Naby Keïta et Achraf Hakimi, tous les deux achetés pour 60 millions d'euros. Joueur qui a explosé dans la galaxie Red Bull, Naby Keïta est 5e de ce classement avec un transfert estimé à 60 millions d'euros. Une somme qui aurait pu atteindre la barre des 80 millions si Leipzig avait atteint la Ligue des Champions en 2018. Cette clause avait été négociée avec Liverpool lors des négociations concernant le joueur à l'été 2017. Après une saison magnifique sous les couleurs de l'Inter Milan, Hakimi est transféré également pour 60 millions d'euros au PSG. L'ancien joueur du Real Madrid avait déjà été acheté 43 millions d'euros par l'écurie italienne. Aujourd'hui, Achraf Hakimi vaut 70 millions d'euros et sa valeur ne fait qu'augmenter. Il pourrait peut-être rejoindre un jour Alexander-Arnold dans le club des latéraux qui ont atteint la barre des 100 millions d'euros. Nous sommes en 2018 et Arsenal est à la recherche d'un top attaquant. C'est sur Pierre-Emerick Aubameyang que les Gunners jetteront leur dévolu. Alors en feu sous les couleurs du BVB, Aubameyang fait partie des attaquants en vue et les Gunners n'ont pas hésité à lâcher 63,7 millions d'euros pour attirer en Première Ligue le meilleur buteur africain de l'histoire de la Bundesliga. Auteur de plusieurs saisons de très haut niveau sous les couleurs de Leicester, c'est la saison 2015-2016 qui fait de Riyad Mahrez un joueur vraiment exceptionnel. Durant cette saison, il remporte la Première Ligue avec les Foxes et claque 17 buts et 11 passes en championnat. Après cette saison étincelante, il est annoncé à la fois au Barça, à Arsenal, Tottenham ou encore l'AS Roma et c'est finalement Manchester City qui tire le gros lot et dépose un chèque de 67,8 millions d'euros pour s'attirer les services du capitaine des Verts. Il n'aura fallu qu'une seule saison de Ligue 1 à Victor Osimhen pour affoler l'Europe et attirer les plus gros clubs. Ne comptant absolument pas laisser l'attaquant à d'autres, le Napoli sort l'artillerie lourde et dépose 71,25 millions d'euros sur la table pour se l'offrir. Des chiffres colossaux, mais qui ne suffisent pas à prendre la première place de ce classement. Et c'est un autre Lillois qu'on retrouve à la tête du classement des joueurs africains les plus chers de l'histoire. Il s'agit bien évidemment de Nicolas Pepe, acheté 80 millions d'euros selon les estimations de Transfermarkt par Arsenal, les Gunners également présents par 2 fois dans ce classement. L'Ivoirien a été transféré après une saison stratosphérique au cours de laquelle il a inscrit 22 buts et délivré 11 passes décisives. À moins d'un transfert exceptionnel de Mohamed Salah qui pourrait atteindre ou dépasser ce genre de chiffres, Nicolas Pepe restera longtemps
le joueur africain le plus cher de l'histoire? Allez, essayons de se projeter un petit peu avant de quitter ce top du top. Qui sera selon vous le prochain joueur africain le plus cher de l'histoire? Donnez-nous vos suggestions dans les commentaires. Après avoir parlé gros sous, on va essayer de réfléchir un petit peu. Place au qui suis-je. On ne le présente plus, le qui suis-je, vous le savez, c'est le jeu dans lequel vous devez trouver l'identité d'un joueur grâce à 5 indices que voici. J'ai joué avec Giovanni Dos Santos, mais pas Xavi. J'ai joué avec Mexès, mais pas Menez. J'ai joué avec Evra, mais pas Mandanda. J'ai joué avec Adebayor, mais pas Nasri. J'ai gagné le championnat de Turquie et la Coupe de Tanzanie. Voilà, c'est pas facile, on vous le concède, mais à la clé, il y a toujours un abonnement digital de 11 mondial à gagner. Lâchez-nous vos suggestions dans les commentaires si vous pensez avoir trouvé la réponse. Merci à tous d'avoir suivi ce 10e épisode de la quotidienne de la CAN by 11 mondial. Merci à Youssef Fekahir qui se trouve de l'autre côté de la caméra. Et moi, je vais vous inviter à vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater le prochain épisode. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux et notre site internet pour plus de football.